Bonjour à tous, merci de nous donner l'opportunité de vous présenter deux cas cliniques dont le thème, comme vous l'avez deviné, porte sur les atteintes pulmonaires liées au lupus érythémateux systémique. Alors nous n'avons pas de conflit d'intérêt en rapport avec la présentation. Commençons avec le premier cas clinique. Il s'agit de Madame C, âgée de 36 ans, d'origine colombienne, qui a comme seul antécédent une thyroïdite d'Hashimoto substituée. Elle consulte les urgences le 25 novembre 2019 pour une dyspnée avec une toux fébrile évoluant depuis 2 semaines. À l'anamnèse, elle décrit une altération de l'état général évoluant depuis 6 semaines avec un amaigrissement, une asthénie, des myalgies, et elle décrit également une perte de cheveux et des ulcérations orales. À l'examen physique, on retrouve des signes d'une pneumonie infectieuse avec une hyperthermie à 38,8, une tachycardie à 125 par minute, une hypoxie à 89% en air ambiant, des crépitants bilatéraux à l'auscultation pulmonaire. Effectivement, il y a une alopécie non cicatricielle, des ulcérations buccales et associées à une xérostomie et xérophthalmie. Les examens paracliniques, l'hémogramme met en évidence une pancytopénie avec une leucopénie avec lymphopénie, une anémie, une thrombopénie. On retrouve également une cytolyse hépatique avec des azates augmentés à près de 4 fois la normale. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique. La fonction rénale est normale avec une absence de protéinurie et d'hématurie. Le bilan microbiologique standard avec une sérologie HIV, antigénurie légionnelle pneumocoque, bactériologie des expectorations, la recherche des virus par frottis nasopharyngés, les germes atypiques par frottis de gorge et les hémocultures reviennent tous négatifs. Voici la radiographie de thorax réalisée aux urgences où on retrouve une condensation alvéolaire prédominante dans la plage supérieure droite ainsi qu'au niveau des 2 lobes inférieurs. La patiente bénéficie d'une antibiothérapie probabiliste par coamoxicilline plus azithromycine et devant l'absence d'amélioration clinique et biologique à 72 heures, un CT thoracique est réalisé. On confirme les condensations alvéolaires avec bronchogamme aérique prédominant dans le lobe supérieur droite, lobe inférieur droit et également dans le lobe inférieur gauche, pas d'épanchement pleural associé. On reçoit en parallèle les résultats partiels du bilan immunologique demandé devant des signes suggestifs d'une auto-immunité. On retrouve un taux élevé d'anticorps antinucléaires à plus de 5000 avec un aspect homogène, des anticorps anti-ADN double brin également positifs, une diminution des compléments C3, C4, CH50. Et selon les critères du SLICC de 2012 pour Systemic Lupus International Collaborating Clinics, la patiente présente au moins 4 critères, dont un critère clinique et un critère immunologique permettant de confirmer le diagnostic de lupus érythémateux systémique associé à une pneumonie aiguë lupique devant un tableau clinique et un scanner thoracique compatible. Une bronchoscopie avec lavage broncho-alvéolaire est réalisée surtout dans le but d'exclure une étiologie infectieuse avant introduction d'une immunosuppression. On retrouve une hypercellularité et une formule cellulaire normale. Le bilan microbiologique large, que je ne vous détaille pas, est négatif, et en particulier pour les infections opportunistes et les mycobactéries. Il n'y a pas d'argument pour une hémorragie intra-alvéolaire et pas de cellules tumorales à la cytopathologie. Dès le lendemain, nos confrères immunologues introduisent une corticothérapie systémique avec des bolus de méthylprednisolone à 10 mg kg jour pour une durée de 3 jours, relayée par voie orale à 1 mg kg jour, associée à un antipaludéen de synthèse, le plaquenil. Des cures d'immunoglobuline en intraveineuse ont également été introduites en raison de l'atteinte pulmonaire sévère chez cette patiente. Elle reçoit comme prophylaxie du Bactrim, du valacyclovir et de la rifampicine pour traiter une tuberculose latente suspectée devant un test d'IGRA indéterminé et au vu de l'origine de la patiente. Pour rappel, elle venait de Colombie. L'évolution clinique est favorable dès le lendemain avec une disparition de la fièvre, toux, dyspnée, permettant un sevrage de l'oxygénothérapie. Dès J7, à la biologie, on retrouve une quasi-correction de la pancytopénie et de la cytolyse hépatique. Sur le plan fonctionnel respiratoire, ici, une spirométrie réalisée au bilan initial de la maladie qui objective un syndrome restrictif avec une CPT à 63% du prédit, une CVL à 35%. Et puis ici, la spirométrie répétée à 5 semaines du traitement objective une amélioration des volumes pulmonaires avec une CVL, capacité vitale lente, passant de 35% à 63% du prédit.
Le scanner thoracique, ici réalisé à 6 semaines du traitement, retrouve une amélioration de la condensation alvéolaire au niveau du lobe supérieur droit, mais également au niveau des 2 lobes inférieurs. Pour conclure, la pneumonie aiguë-lopique est une complication rare observée au cours du lupus érythémateux systémique, avec une prévalence estimée entre 1 et 4%, mais qui a de mauvais pronostics, avec un taux de mortalité pouvant aller jusqu'à 50% des cas. L'atteinte pulmonaire peut être une manifestation initiale du lupus dans 4 à 5% des cas, ce qui rend le diagnostic difficile, puisque comme on l'a vu, le tableau est aspécifique tant cliniquement que radiologiquement et peut être similaire à une pneumonie infectieuse. La fibroscopie avec lavage broncho-alvéolaire doit être réalisée avant toute immunosuppression pour exclure des diagnostics différentiels, en particulier l'étiologie infectieuse, mais également l'hémorragie intra-alvéolaire, l'autre complication pouvant conduire à une issue fatale. La pneumonie aiguë lupique est à suspecter chez un sujet atteint de lupus en cas tableau d'atteinte respiratoire aiguë et également chez un sujet non connu pour un lupus qui présente des signes extrathoraciques subjectifs d'une auto-immunité avec une pneumonie ne répondant pas aux antibiotiques conventionnels. La pneumonie aiguë lupique doit être évoquée. Vous pouvez retrouver plus de détails dans le BMJ Case Report où a été publié le cas clinique par Chloé Cantero, une de nos internes.